buscando para la presentación los puntos de encuentro entre Teresa Cabré y François Godin, uno de ellos era que los dos son personas muy importantes en el campo de la terminología. El segundo, que la aproximación que cada uno de ellos había hecho a la terminología había sido importante y necesaria en el momento en el que surgió. Pero he encontrado otro tercer punto, que además nos une, a mí también, me incluyo con ellos, y es el hecho de que los conceptos que ha manejado, algunos de los conceptos que ha manejado Teresa Cabré, perdón, son conceptos, desde mi punto de vista, tienen un precedente muy importante en Louis Guespen. Y Louis Guespen, creo que ahí hay un punto también de relación con el conferenciante que viene a continuación, que es François Godin. Por todos conocidos, desde luego, por sus artículos, por sus trabajos relacionados con la socioterminología, que creo que puede ser una de sus presentaciones más importantes. Sin nada, muchas gracias. Merci bien. Alors, je suis un peu embêté de parler après une oratrice comme Maria Teresa. Et en plus, en la présence de John Humblet, qui n'est même pas prévu au programme, à qui je céderai bien ma place, parce qu'il aura des choses beaucoup plus intéressantes à vous dire. Mais bon, maintenant que je suis là, je vais donc essayer de respecter le programme et donc de vous lire ce texte que les organisateurs m'ont invité à venir dire. Donc j'ai appelé l'adieu au référent, un peu en hommage à Godard, qui a fait un film L'adieu au langage, mais je me suis dit que si je gardais le titre de Godard en disant L'adieu au langage, je n'aurais plus qu'à me taire, donc ça aurait été un petit peu court. Et donc, ma question ne concerne pas le multilinguisme, donc vous voyez, je pourrais vraiment sortir de cette salle, mais elle n'est pas sans rapport, et vous verrez que j'essaye de m'intéresser à une question que je trouve un peu intéressante et dont les conséquences ne sont peut-être pas toutes dans mon texte, loin de là. Alors, loin de constituer une discipline marginale au sein des sciences du langage, la terminologie possède, d'après moi, un caractère central par les problèmes qu'elle pose. Les discours qui lui donnent corps contiennent la langue générale à laquelle se cantonnent souvent les études linguistiques, et ses visées cognitives de la terminologie lui confèrent une spécificité qui lui donne son piquant. Ma conviction est que les études des discours incluant des termes permettent de mieux comprendre le fonctionnement général des langues. Si nous disposions d'un temps plus important, je vous proposerai d'y réfléchir en retenant trois de ces caractéristiques: la référenciation, la description sémantique et la socialisation des connaissances. Comme je ne dispose que d'un temps raisonnable, je ne parlerai que de la première. Elle n'est pas sans lien avec le multilinguisme. Alors, mon point de départ, c'est une notion que j'ai déjà utilisée dans quelques travaux, qui est la division du travail linguistique. Ça nous vient de la philosophie du langage. Hilary Putnam, qui est un éminent philosophe du langage, qui a été l'élève de Rudolf Carnap, donc l'un des fondateurs du Cercle de Vienne. C'est une lignée assez courte et qui nous renvoie à un des mouvements principaux de la philosophie du XXe siècle. Alors, en parlant de division du travail linguistique, Putnam défend la thèse selon laquelle, dans une communauté linguistique, n'importe laquelle, même en Catalogne, cette communauté n'est pas homogène et la relation qui relie les locuteurs aux réalités qu'ils désignent dans leur discours n'est pas une relation simple. Il y a des locuteurs ordinaires et il y a des experts. Dans la plupart des interactions au quotidien, nous partageons des croyances qui nous permettent d'être d'accord sur les objets dont nous parlons ou que nous co-construisons dans les interactions.
Je crois à tous les gens qui me parlent du royaume de Belgique, mais je n'ai jamais vu personne de la famille royale. Hein, c'est une croyance, mais une croyance qui ne me pose pas de problème parce que je n'ai jamais eu de doute sur les personnes qui emploient ces expressions. Lorsqu'un doute vient au sujet des caractères d'un de ces objets du monde dont on parle, on se tourne vers une source fiable. Un livre, un site internet, un expert en chair et en os, Teresa Cabret. Et dans ce cas-là, on est sûr d'avoir quelqu'un qui a une connaissance socialement reconnue. Ce fait... On a deux Teresa Cabret. On a deux. Ce phénomène, s'il est vrai, est plus aigu dans les phénomènes, dans les discours à teneur cognitive. C'est vrai pour toutes les interactions, mais évidemment, quand il y a des connaissances en jeu, c'est beaucoup plus important. C'est pourquoi cela concerne la terminologie. Ce concept de Putnam est attrayant quand on a, comme moi, une formation de sociolinguiste, puisqu'il met l'accent sur un aspect peu souligné par les sciences du langage, celui d'une spécialisation sociologique des locuteurs. Nous ne sommes pas tous les mêmes locuteurs par rapport aux connaissances. Il y a d'un côté le discours avec son autonomie sémiotique et d'un autre côté le rapport au monde qui nécessite une coopération au sein d'une organisation sociale. Et je pense que les réflexions qui sont menées, notamment du côté de la philosophie, concernent toujours une langue, mais que cette coopération dans la référenciation, en fait, n'est pas tellement assignable à une seule langue. Et que dans les problèmes de traduction, il y a justement une coopération qui dépasse les communautés de langue. Mon point 1.2. Coopération et déférence. Alors, je viens de parler de coopération. Cette coopération s'avère centrale dans tout un aspect de la signification. Le sens référentiel n'est ni dans les termes, ni dans la tête, mais dans un usage socialement partagé et garanti. Par exemple, je suis un vieil ennemi du triangle de Hodgen et Richards, hein, qui met au même plan le signifiant, le signifié, le référent. Hein, dès que je rencontre autour de moi un étudiant ou un collègue qui s'en sert, je ne lui fais pas du mal, mais disons que j'essaye de lui faire changer d'idée. Le fait que nous fassions confiance à des experts, les philosophes du langage appellent ça la déférence. C'est un phénomène central puisque nous sommes tout le temps en train de faire confiance aux gens et que finalement, il n'y a pas d'activité de langage sans confiance. Des gens naïfs comme moi sont souvent victimes parce que dans le langage, on part toujours du principe que ce que dit l'autre est vrai. Si vous demandez votre chemin pour rejoindre l'église Sainte-Catherine, comme je l'ai fait hier, je pars du principe que la personne va me donner le bon chemin. Et pour les connaissances, c'est encore plus vrai. La déférence. Nous sommes en relation avec le contenu de certains termes de notre langue, non pas individuellement, mais via la distribution des connaissances dans notre communauté linguistique. Je cite la Gloria Origgi, qui est une des philosophes actuelles qui s'intéresse à ces questions. Dans une formule intéressante, une linguiste, maintenant Georgetta Assis-Larou, dit de la déférence qu'elle est à la fois une forme de partenariat social consolidant l'intentionnalité collective, hein, un partenariat social consolidant l'intentionnalité collective et un acte d'allégeance tacite à l'usage collectif. Hein, donc à la fois nous collaborons et en même temps nous nous démettons d'une partie de notre pouvoir au bénéfice de la communauté. Dans les deux cas, on pense d'abord à l'expression dans une langue, mais dans les cas de multilinguisme, la déférence dépasse le strict cadre d'une communauté linguistique. Que l'expert parle en catalan, en anglais, en français ou en belge, ça n'a pas d'importance.
Ici, la dimension sociale s'inscrit en faux contre le mentalisme qui voudrait inclure dans un même triangle signifiant, signifié et référent. Je viens d'en parler en incise. L'intentionnalité collective met l'accent sur la coopération, tandis que l'allégeance souligne le caractère consenti de la répartition des rôles. Dans une équipe efficace, la coopération consiste à ce que chacun fasse un boulot différent et que ces différences soient acceptées parce que leur répartition bénéficie à tous. Ce qui indique en creux que les experts ont des responsabilités par rapport à l'ensemble des autres locuteurs. Et que, par exemple, quand des scientifiques, je pense à la physique ou ses caractéristiques, choisissent n'importe comment leurs termes, avec un très grand arbitraire, ça rend plus difficile leur rôle par rapport à la communauté. Quand vous choisissez exprès de dénommer des concepts avec des mots qui ne veulent rien dire, c'est un peu embêtant. C'est une petite parenthèse. J'ai eu le plaisir de diriger une thèse qui a permis d'illustrer les questions de différence et de référence à propos de l'astronomie. Alors, je vous le résume rapidement, mais bon. Avant 1995, les astronomes et la population vivaient dans un monde en langage dans lequel existaient 9 planètes traditionnelles. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Pluton, Saturne, Uranus et Neptune. Ces planètes tournaient autour du Soleil et on considérait qu'elles étaient formées par agglomération de particules. En 1995, ça n'est quand même pas très vieux, 20 ans, Michel Mayor et Didier Queloz, le second était au jury de la thèse, découvrent la première planète extrasolaire. Elle répond au doux nom de 51 Pégasi petit b. Cette première va remettre en cause un ensemble de savoirs établis et bouleverser les connaissances de l'astrophysique. Depuis cette date, donc depuis 20 ans, on a assisté à un accroissement spectaculaire du nombre et de la diversité des objets pouvant être appelés planètes. De 9, on est arrivé au 22 janvier 2015, 1804 exoplanètes. Donc une progression très très rapide. Et Pluton a perdu en 2006 son statut de planète après un débat houleux contre l'avis des États-Unis et par un vote à main levée. On voit là que quand même le consensus scientifique est assez curieux. Les États-Unis n'étaient pas d'accord parce que c'est la seule planète qu'ils ont découverte. Mais ils possèdent un point important puisque, notamment, ce sont eux qui sont en charge de la normalisation internationale. On va y venir. On voit que la catégorisation et la dénomination peuvent être liées à des tensions réelles et que le consensus scientifique n'est pas hors du monde. 1.4. Recourir à la normalisation internationale. Après la découverte des exoplanètes, on a vu apparaître de nouveaux objets célestes, des Jupiters chauds, des planètes flottantes, des planètes qui tournaient dans le sens contraire normal, des planètes qui ne tournaient autour de rien. Donc toutes sortes de cas de figure qui n'étaient pas du tout prévus et qui en fait ne permettaient plus de parler de planètes. C'était des sortes de couteaux sans lame et sans manche, pour reprendre l'exemple fameux. Cette accumulation de découvertes a permis de lister toute une série d'exoplanètes atypiques. Il s'en est suivi que tous les critères définitoires sont devenus caducs. Les astrophysiciens ont dû réviser leur position théorique, ce qui fait qu'aujourd'hui, nul ne peut dire ce qu'est une planète. Vous demandez à un astrophysicien qu'est-ce que c'est qu'une planète, il sort de la pièce. Si vous insistez, parce que rien ne tient. Alors, on a quand même besoin, dans le monde moderne dans lequel on vit, de normalisation. Donc, l'Union internationale des astronomes a choisi en 2006 de définir le nom planète, parce que la confusion était grande. Et il fallait une référence pour la communauté internationale et aussi pour les journalistes qui contactent
les astronomes, etc. Il l'a fait en ces termes, l'Union internationale. La planète est un corps céleste en orbite autour du Soleil, possédant une masse suffisante, sous une forme presque sphérique, et qui a éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche. Donc il n'y a rien autour. Bon. Cependant, quand on y regarde de près, avec des spécialistes, aucun critère ne tient. Parce qu'une planète extrasolaire n'est pas en orbite autour du Soleil, sinon elle ne serait pas extrasolaire. Les techniques permettant d'identifier les objets extrasolaires ne sont pas assez précises pour dire si une orbite est nettoyée ou pas. Une masse est suffisante si elle suffit à quoi et à qui et dans quelle mesure. C'est quand même très très flou. À partir de quand une masse est-elle presque sphérique? Je ne sais pas si on prenait l'ensemble des crânes dans l'Assemblée, est-ce que certains sont presque sphériques, aucun, lesquels? Bon, ce serait très difficile. Bon. De plus, on y trouve une erreur, puisque Soleil implique le sens d'endoplanète. L'endoplanète, c'est la planète à l'intérieur du système solaire, et ce qui laisse non dénommé, avec la normalisation internationale, l'archi même qui inclurait les endo- et les exoplanètes. Parce que des planètes soient en dehors ou à l'intérieur du système solaire, ce sont toutes des planètes. Et comment on appelle ces planètes-là si on dit que les planètes sont toutes autour du Soleil? C'est un peu embêtant. Surtout quand on a une norme internationale d'astrophysiciens. Ce n'est pas une norme générale destinée au vulgum pecus. Donc, mon point 2 sera: de quoi planète est-il le nom? Parce qu'on ne sait plus. Dans une telle situation, que dire des planètes pour les définir? Tout est sujet à controverse. Et alors, j'aurais bien aimé, mais je n'ai pas le temps, je n'évoquerai pas ici l'astre nommé PH1 petit b ou Kepler 64 petit b, parce que on la connaît depuis assez peu de temps, mais c'est une planète extrasolaire appartenant au système quadruple d'étoiles Kepler 64 PH1, mais surtout c'est une planète circumbinaire, c'est-à-dire en orbite autour d'une étoile binaire. Et jusqu'à ce qu'on découvre cette étoile en 2013, vous voyez, c'est quand même presque de l'actualité, cela n'existait dans le monde dans lequel nous vivons, cela n'existait que dans la guerre des étoiles avec la planète appelée Tatooine. Alors je me demande si les goûts cinéphiliques des astronomes n'influencent pas leurs instruments. Ils sont fans de la guerre des étoiles et un jour, ils finissent par découvrir ce qu'ils ont tellement vu au cinéma. On se demande entre fiction et réalité, c'est assez étonnant. Bon, soyons plus sérieux, tournons-nous vers l'Observatoire de Paris. L'Observatoire de Paris est considéré comme une référence non seulement en France et en Europe, mais dans le monde entier, puisque c'est l'un des grands organismes qui répertorie les astres et qui les classe. Il nous donne deux définitions que je ne vais pas vous lire en entier, parce qu'elles sont sur l'exemplier, je crois. Il en tire la synthèse suivante. Une exoplanète est un corps de masse maximum environ de 13 masses de Jupiter en orbite autour d'une étoile. Donc c'est en orbite autour d'une étoile et on a au moins 13 masses. Mais l'observatoire ajoute aussitôt, toutefois, il y a des exceptions à cette coïncidence. Rien n'empêche que certaines planètes commencent au cours de leur formation à être moins massives que 13 fois Jupiter, et qu'elles grossissent jusqu'à atteindre une masse supérieure à cette limite. Donc même les aspects massifs qui pourraient être les plus faciles à déterminer, soit on a 13 fois Jupiter, soit on est à moins, même ça marche pas. Donc, et par ailleurs, rien n'empêche que certains astres se forment par effondrement d'un nuage de gaz et de poussière, mais n'atteignent pas la masse limite de 13 Jupiter. Donc ce sont des planètes selon la première définition, mais elles ne sont pas en orbite autour d'une étoile. Ce sont des planètes flottantes. Alors comme la définition d'une planète, c'est de tourner autour d'un autre astre, c'est un peu embêtant que des planètes ne tournent autour de rien.
D'ailleurs. Il y a donc des planètes qui ne tournent autour de rien et sont plus grosses que prévu. Donc, ce ne sont pas des planètes au sens international. Hein. Mais on les appelle quand même planètes. Bon. On le voit, les planètes ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles n'ont plus entre elles qu'un vague guerre de familles. Et j'en vois qui ont suivi et qui se demandent ce qu'est devenu le fils indigne, Pluton. Eh bien, Pluton n'est plus qu'un objet transneptunien, une catégorie vraiment marginale, et il appartient à la catégorie des planètes naines, ce qui est presque péjoratif. Hein. Et encore, ce n'est que la deuxième plus grande. Donc, il s'est retrouvé dans une position complètement anecdotique. Hein. Une catégorie marginale, et dans sa catégorie, c'est que le second. Hein. Pauvres États-Unis. Hein. Donc, nous sommes face à une impossibilité de vraiment définir le mot planète de façon à en faire un terme. Le terme n'est pas un terme car toute définition semble impossible ou non finie. Ici, le progrès du savoir marque un progrès de l'indécision. Nous voilà liés pour construire notre référenciation du vocable planète à l'expertise d'une communauté privée de références assurées et divisée. On croit consulter une communauté d'astronomes et on se retrouve face à quelque chose qui ressemble au Parti socialiste français. Non, mais c'est quand même assez étonnant. Pour le dire plus sérieusement, le mouvement de déférence qu'implique la socialisation des connaissances est contrarié par le désaccord qui règne au sein de la communauté des astronomes. Désigner implique le locuteur ordinaire au sein du débat qui agite la communauté. La personne ordinaire, comme vous, comme moi, qui veut définir planète, se retrouve impliquée et est obligée de prendre position dans un débat qui ne concerne que les astronomes. On a envie de pouvoir définir une planète pour nos proches, nos collègues, nos élèves, nos étudiants, sans avoir à prendre parti. Hein, on se dit quand même. Bon. Désigner implique le locuteur ordinaire au sein du débat. Il n'y a plus de terme aux luttes qui se jouent autour du mot, comme on ne peut plus opposer de terme à notre doute. Car le statut de terme est aussi, par rapport au mot de l'usage ordinaire, celui de mot réglé, de valeur sémantique pour laquelle le travail de définition est terminé. Là, tout a sauté en éclats. Et il circule sans question. Le terme, c'est le mot sur lequel on ne se pose pas de questions. On sait très bien ce que c'est, et on a des sources qui le garantissent. Dans le meilleur des cas, bien sûr, mais ils sont majoritaires dans la science faite. Dans la science en train de se faire, il y a des tensions, des luttes, des négociations, etc. Ici, la certitude de la science se défait en même temps que les connaissances avancent. Mais rien ne dit que des thèses menées sur d'autres secteurs ne révéleraient pas des doutes analogues. Parce qu'en fait, l'idée de consensus dans les sciences, quand on étudie de près, on s'aperçoit souvent que l'idée préconçue n'est pas tout à fait exacte. Il nous semble que se passe dans l'astronomie et autour de la définition du terme planète quelque chose qui démontre la validité de la différence et la division du travail langagier dans la communauté linguistique. C'est-à-dire que, comme il y a un problème, on se rend bien compte qu'il y a un fonctionnement social normal qui, là, est bloqué. Donc, en creux, ça démontre encore mieux, je trouve, cette organisation dans la communauté socio-linguistique. La confiance dans le mécanisme de référenciation est au cœur du fonctionnement des termes. Nous réclamons des astronomes des définitions qui tiennent le coup et nous permettent de parler tranquillement, sans nous demander sans cesse ce que nous voulons dire quand nous disons planète. Ou alors, autant parler de métaphysique au café du commerce en buvant une bonne bière belge. Normalement, une planète, on sait ce que c'est. D'accord ? Bon. Dieu, le socialisme, tout ça, bon, ce ne sont pas des termes, on le sait bien. La référenciation est une activité essentielle dans la coopération langagière. Et certains locuteurs possèdent une responsabilité qui est une affaire sérieuse. Imaginez que vous alliez changer des dollars et que l'agent de change vous dise qu'ils valent approximativement tant d'euros, si vous en avez suffisamment. Et que vous vous êtes débarrassé de l'essentiel de vos autres monnaies.
Si vous avez également des francs belges dans vos poches, ils n'ont pas la même valeur. Hein. Donc, ou alors, quelqu'un vous dirait qu'un taser est une arme non létale, qui ne tue pas, et qui est réservée à des cas d'urgence, sauf dans certaines exceptions. Ce qui est un peu embêtant, parce que vaut mieux éviter d'avoir des morts inutiles. Hein. Donc, aucun de ces procédés ne serait socialement acceptable, ni même tenable. C'est pourquoi l'UAI, l'Union des astronomes internationale, a réagi. Et même si elle ne résout rien, la néologie institutionnelle démontre la nécessité d'exercer cette fonction sociale, alors même que l'absence d'unanimité paralyse la communauté scientifique. On arrive à ce paradoxe, mais que pour ma part, je trouve parlant, ce paradoxe qu'il est préférable de normaliser de façon erronée plutôt que de laisser la place vide du terme. Hein? C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, dans le fonctionnement social des vocabulaires, est incontournable. Pour en arriver là, il faut que l'action de définir ait une importance sociale majeure. Au plan intralinguistique, mais aussi au plan international, pour se comprendre et pour traduire. Pour résumer, on arrive à la fin. Je vais dire adieu au référent avant de dire adieu au langage. Pour ne pas résumer, dans une perspective socio-terminologique, hein, qui a longtemps été la mienne, la référence n'est pas une propriété du terme. Le monde en langage dans lequel nous vivons résulte d'une action de référenciation qui est fondée sur une coopération langagière. Il s'agit d'une compétence sociale inégalement répartie, et donc le rapport à la vérité n'est pas la responsabilité de tous. Quand nous ne sommes pas experts, nous disons ce que nous voulons. Hein? Moi, ce que je peux vous dire sur un ordinateur, ça correspond à peu près à mes besoins, mais je ne me prétendrai jamais détenir un rapport de vérité avec le sens de ces termes-là. Ce n'est pas comme vous. Donc, la confiance épistémique suppose qu'une source de vérité existe quelque part dans la communauté linguistique. Non seulement nous avons besoin d'autorité pour les sources du savoir, mais cela engage leur responsabilité. Et l'on n'a peut-être pas assez insisté sur cet aspect. Quand vous vous demandez qu'est-ce qu'un X, vous vous tournez vers une ressource dans le monde, être humain, libre, et souvent de nos jours, le web. Le problème que pose Internet, c'est qu'il se développe en grande partie en dehors des critères qui permettent la déférence. Les sources ne permettent pas toujours la confiance épistémique parce qu'on ne peut pas utiliser la déférence dans la mesure où, d'une part, les sources ne sont pas validées et, d'autre part, c'est un objet marchand. C'est-à-dire que la déférence suppose une forme de coopération, de désintéressement, caractéristique selon l'épistémologie des sciences avant qu'on en fasse des choses qui se marchandent. Mais donc, derrière le savoir proposé sur Internet, on doit se demander s'il n'y a pas une implication commerciale, s'il n'y a pas une intention publicitaire, s'il n'y a pas une manipulation masquée. Et même la façon dont les connaissances sont disponibles dépend en grande partie de la mesure dans laquelle le chercheur, le laboratoire, l'institution veut s'auto-promouvoir. Donc la dimension commerciale d'Internet et son peu de fiabilité sur le plan institutionnel fait que c'est un outil de déférence massivement utilisé par chacun et notamment par les étudiants, mais qui n'est pas un véritable outil de déférence dans la mesure où on ne peut pas avoir le respect de ce pacte qui est fondateur et qui nous vient des Lumières dans la répartition et la production du savoir. Le désintéressement auquel nous a habitués l'épistémologie devient caduc.
Les termes deviennent des marchandises. Et cela importe parce que notre monde en langage est un monde de coopération et non pas de domination. À partir du moment où on a des éléments marchands qui viennent gérer un système de langage, il y a quelque chose de fondateur du pacte social qui est très largement menacé. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'institutions publiques qui contrecarrent ces tendances. Parler, échanger, c'est faire a priori confiance à son interlocuteur. Ce que nous appelions jadis référents, je l'ai dit, ne sont pas dans la tête ni dans le monde, ils sont entre nous. Ils sont dans un monde de mots dont nous avons hérité et que nous construisons et partageons dans une référenciation coopérative. Et ce n'est pas une utopie, c'est le fonctionnement réel. Revenons sur Terre. Même si la terminologie rencontre ici une difficulté parce que l'obligation définitoire n'est pas remplie dans le cas des planètes, la morale de cette histoire, au fond, c'est que le doute de nos amis astronomes nous rassure. L'esprit critique, l'évaluation entre les pairs, la démocratie des savants, cela fonctionne. Quoi qu'en pensent certains décideurs, et aucun dogmatisme ne permet à des observateurs du ciel de dire qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas. A contrario, cette perturbation astronomique permet de mettre en lumière la façon dont nos connaissances sont un produit social et un patrimoine collectif. Ceux qui les produisent sont responsables de leur définition et donc de leur circulation. Car la définition est un acte sociolinguistique qui permet à chacun d'intégrer un sens, sinon exact, au moins un sens culturel utilisable face à des besoins donnés. La déférence et le partage du travail linguistique soulignent que l'activité langagière est tout entière, pragmatique et coopérative. C'est la leçon du ciel infini de bouleverser nos certitudes. Merci.